Bonsoir à toutes et à tous, chères Palladiennes, chers Palladiens, chers amis. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au Musée national des arts asiatiques, musée Guimet. Je suis Mathieu Garot, directeur général de la Fondation Palladio, et je serai votre maître de cérémonie pour ces 90 minutes que nous allons passer ensemble, assurément inspirantes. Puis nous allons nous restaurer, nous allons festoyer, puisque nous allons poursuivre avec le cocktail hivernal pour la soirée annuelle des Palladiens. C'est un moment important de l'année pour la Fondation Palladio, puisque nous allons clôturer le cycle 2023 et ouvrir le cycle 2024 de son institut. Nous avons traité cette année du thème « Réconcilier la ville avec la nature », nous allons en parler, et nous aborderons l'année prochaine un thème ô combien important également, prendre soin de la ville. Un mot sur l'Institut. Alors l'Institut Palladio des hautes études sur l'immobilier et la cité, c'est son nom complet, donc est un IHE qui a été créé fin 2011 par la Fondation Palladio, avec un premier cycle en 2012, ça fait donc 12 ans, et nous allons lancer le 13e cycle en deuxième partie de colloque. L'Institut Palladio est une plateforme d'échange, un laboratoire de réflexion d'intérêt général. Il apporte prise de recul, prise de hauteur et découverte de nouvelles perspectives. C'est ce que nous allons vous présenter ce soir. Avec la première séquence du colloque, nous allons vous restituer l'ensemble des travaux et réflexions qui ont été produits tout au long de l'année, avec les dirigeants auditeurs et auditrices, avec les intervenantes et intervenants, sous le parrainage de Monsieur le bourgmestre Philippe Clause. Pour nous présenter les grands enseignements 2023, je vais inviter Pierre Ducret, directeur de l'Institut Palladio, à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Pierre, avant de te laisser la place, permets-moi de remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué au développement du cycle 2023. Nos intervenants, comme on aime à les appeler tous les deux, nos apporteurs de matière à réflexion, les 37 dirigeants, auditeurs, Monsieur le bourgmestre et ses équipes, et je vais citer Marie-France, Audrey et Bonaventure, qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, les membres du comité de programmation de l'Institut, les équipes de la Fondation, bien entendu, et toi, cher Pierre, et je pense qu'on peut les applaudir parce que toutes ces personnes, elles ont contribué à ce qu'on va vous être présenté ce soir. Pierre, c'est à toi. Merci Mathieu. Alors écoutez, quelques mots d'abord sur le cycle qui s'achève et puis quelques mots sur celui que nous allons ouvrir ce soir même. Alors sur 2023, écoutez, il y a eu quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui. On a expérimenté une nouvelle formule parce que traditionnellement, dans l'histoire de l'Institut Palladio, la restitution, à proprement parler, se limitait à une table ronde de 30 minutes le jour du colloque, le soir du colloque, et c'était assez frustrant, si vous voulez, compte tenu de tout le travail qui était fait par les auditeurs. Donc, nous avons expérimenté ce matin une nouvelle formule qui était un séminaire de restitution pendant toute la matinée, où on a invité les auditeurs de l'année étaient tous présents, ou presque tous, et on a invité d'anciens auditeurs, de futurs auditeurs, certains de nos intervenants, etc., à jouer le rôle de discutants en divisant la salle en deux. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'avais le trac parce qu'on n'avait pas follement préparé le truc dans le détail et qu'il n'était pas sûr que ça marche. Et je dois dire, alors j'espère que les auditeurs qui sont là et ceux qui étaient là ce matin ne me contrediront pas, je trouve que ça a très très bien marché. On a eu vraiment une discussion très vivante, à la fois sérieuse, profonde, intéressante, où on a tous appris des choses, et puis c'était très fluide et à vrai dire extrêmement agréable, comme tout moment réel à vrai dire, d'apprentissage collectif et d'écoute réciproque. Donc, je suis très content de cette innovation. Évidemment, on continuera dans cette voie. Alors, quelques mots, donc, puisque la vraie restitution a eu lieu ce matin, je ne vais pas la refaire là. Dire, première chose, c'est vraiment reconnaissance à notre parrain, mais je sais que, enfin Mathieu l'a déjà dit, et je sais que Bertrand en reparlera, à notre parrain Philippe Clause et à Bruxelles, pour avoir été aussi accueillant, aussi généreux finalement dans ce rôle de parrainage. Ça a été extrêmement inspirant. Philippe, on est ici entre nous, on peut dire aussi que vous nous avez dit des choses dans une certaine intimité qui je sais,
et vous le savez aussi d'ailleurs, ont marqué les esprits, des choses qui sont rares dans la bouche d'un politique de votre niveau, du genre on ne peut pas tout maîtriser, et d'ailleurs c'est pas plus mal comme ça, et puis des formules assez puissantes, comme le fait qu'il fallait accepter une part de désordre dans la ville, etc. Ça, c'est des choses, je crois, qui nous ont beaucoup marqués, d'autant plus que dans le même temps, vous nous avez fait découvrir les projets de cette formidable ville. Donc, merci infiniment pour ça. Ça nous a beaucoup inspirés. Sur le fond, en fait, on a fait, comme toujours, une exploration du sujet, réconcilier la ville avec la nature, non pas exhaustive, bien sûr, mais je crois assez profonde, et on a couvert assez large. Dans la tradition de l'Institut, nous n'avons pas évité les aspects philosophiques et historiques du sujet, et nous avons abordé cette question avec deux questions centrales, en fait, deux questions principales. D'une part, comment concilier la ville avec la nature, c'est-à-dire en fait aujourd'hui avec les limites planétaires, qui est finalement le meilleur moyen de résumer l'immensité du problème à régler, aborder l'agenda de cette conciliation qui est assez bien documenté désormais sur l'énergie et le climat, avec des échéances, etc., et où on voit bien ce qu'il y a à faire, mais avec des sujets de plus en plus puissants, comme la question de la biodiversité, bien sûr, et de l'eau, désormais, qui revient au premier niveau de l'agenda, avec un sujet de l'adaptation qui est très puissant maintenant pour les villes, et disons deux mots qui sont revenus, deux sujets qui sont revenus très fréquemment, à savoir la question de la sobriété. Il ne s'agit pas seulement d'innover, mais dans tous les domaines, de mettre en place un fonctionnement de la ville sur un mode sobre en ressources. Et puis enfin, la question de ce que, de façon un peu technocratique, on appelle l'éco-bénéfice, c'est-à-dire toutes les bonnes raisons de faire ça. Il ne s'agit pas seulement, il s'agit d'en faire un modèle de cette ville conciliée avec les limites planétaires, un modèle qui ne soit pas rébarbatif. Et enfin, pour finir sur cette question, on a bien vu que tout ceci posait des problèmes sociaux absolument considérables, parce qu'évidemment, on n'est pas tous à la même enseigne, territoire, individus, groupes sociaux, par rapport au changement opéré, à la situation actuelle, je veux dire, et en plus au changement opéré. Donc ça, c'était la première dimension. Et puis la deuxième dimension, c'était comment faire la ville avec la nature. Comment utiliser, en quelque sorte, s'inspirer alors de la nature entendue comme avant tout là, le vivant. La nature, ce n'est pas que le vivant, mais la nature comme vivant. Comment, en gros, appliquer une définition largo sensu du biomimétisme, c'est-à-dire respecter le cahier des charges du vivant et s'inspirer du cahier des charges du vivant pour la fabrique urbaine. Le cahier des charges, c'est la robustesse plutôt que l'optimum, les ressources qui sont disponibles à proximité, la flexibilité, la réversibilité. Ça, c'est fondamentalement, c'est ce cahier des charges qui est celui de ce que j'appelle le biomimétisme, même si on l'a regardé de façon plus technique que ça, à l'échelle de la fabrique urbaine, avec évidemment tout ce que ça suppose sur les sujets que nous avons approfondis, du sol, de l'eau, et dès lors qu'on a pu retrouver le sol et l'eau de la ville, on peut utiliser évidemment la puissance du végétal pour aussi faire la ville avec les arbres et avec la végétation. Et enfin, je termine en disant qu'on a été impressionné par on a bien approfondi le sujet de l'agriculture urbaine, qui est souvent traité un peu trop comme une question folklorique. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur le fait qu'une des choses qui nous a frappé à Bruxelles et dans ce que nous disait Philippe Claus, c'était que la question de l'agriculture urbaine, c'était une question qui était à réintégrer dans le système productif de la ville. C'était une fonction de production, que vous la voyez comme une fonction de production, comme la question de la réindustrialisation, etc. Donc voilà. Alors voilà pour 2023. C'était, je crois, très intéressant. On a tous appris beaucoup. Pour 2024, brièvement, et là je ne vais pas, on doit maintenant ouvrir le cycle avec Catherine Vautrin, notre marraine. Le fil rouge, ce sera prendre soin de la ville. Alors,
dès qu'on dit ça, on a des images de blouses blanches, de malades, de choses comme ça. Et c'est clair qu'il y a des pathologies. Bertrand de Fédot dit souvent que non, la ville n'est pas un grand corps malade, mais il y a des pathologies, il y a bien des choses à soigner, mais derrière la question du prendre soin, vous le savez bien, il y a quelque chose de beaucoup plus large. Il y a vraiment un changement de registre dans notamment la relation à l'existant. Et l'existant, ça veut dire notamment les gens qui sont là, mais aussi les actifs immobiliers de la ville, ses infrastructures, etc. C'est ça d'abord, c'est d'abord le déjà là, finalement, dont il s'agit de prendre soin. Et c'est ça que nous voulons que le programme qui a été élaboré, encore une fois, avec l'aide du comité de programmation, que je remercie, dont les membres qui sont présents sont extrêmement précieux. On va explorer ça sous les différentes dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, selon la formule de Philippe Biwix, c'est une ville probablement plus stationnaire, en tout cas une question du déjà là versus la question de la croissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir du tout de croissance urbaine. En tout cas, ça serait bien difficile de l'imaginer, mais ça veut dire aussi que la question de la ville stationnaire versus la croissance est fondamentale. Ça veut dire pour les métiers de la ville et de l'industrie de la ville, finalement, une nouvelle répartition de leur rôle, de nouvelles indexations, de nouveaux index de performance, et aussi, entre les métiers, de nouvelles échelles de valeur. Et typiquement, les métiers de la maintenance, du property, et alors surtout en période de crise, alors qu'ils ont souvent été, pas forcément maltraités, mais en tout cas sous-valorisés, prennent une importance absolument colossale. Donc ça aussi, nous allons l'explorer, ces nouvelles valorisations qui sont liées au prendre soin. Évidemment, la question du recyclage, à nouveau la question de l'adaptation, la question de la vigilance, la question de la sécurité. J'ai eu hier l'accord de l'adjoint à la maire de Paris, l'adjoint qui a créé la police municipale, Philippe Norman, pour être un de nos intervenants pendant le cycle. Et je crois que son témoignage sera très très intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Comme toujours, on l'a fait avec le souci de mixer dans les intervenants les universitaires, les experts, les professionnels, bien sûr. Et je suis convaincu qu'on va faire à nouveau un très beau voyage. Je termine en disant que la nouveauté, Étienne Rio dirige ce qu'on appelle le connecteur à Palladio. La nouveauté, c'est que, vous voyez, chacun, même chez nous, on a des besoins de se décloisonner. Et donc, on a décidé, enfin, on nous a demandé de le faire aussi, mais on l'a fait avec plaisir, de nous décloisonner nous-mêmes. Et donc, les sujets, parce que c'est très vaste de prendre soin de la ville, donc il y a un certain nombre de sujets que dans l'espace des 9 séminaires, on ne pourra pas traiter. Et donc, c'est Étienne qui a introduit un certain nombre de sujets. On s'est concerté dans le programme des petits déjeuners publics, alors pour le coup, et qui ne sont pas en séminaire fermé, du connecteur. Voilà, je pense que ce sera un programme très riche. Et je suis enchanté de faire ce voyage avec les futurs auditeurs une fois encore. Merci beaucoup. Merci Pierre. Viens me rejoindre. Bien entendu, c'est un petit morceau de tout ce qui a été fait et vous allez retrouver dans les actes qui vous seront remis à la sortie. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Absolument. Mais on ne les oublie pas et ils seront bien transmis. J'invite maintenant Monsieur le bourgmestre Philippe Close à rejoindre la scène et à clôturer officiellement cette année si riche. Cher parrain, c'est à vous. Merci. Alors, Monsieur le Président d'honneur, maintenant, cher Bertrand, Madame la Présidente, Madame la Présidente du Grand Reims, chère Catherine Vautrin, Messieurs les directeurs, mes chers Palladiens, Palladiennes, j'avais un long speech, comme toujours, et c'est un peu terrible pour les gens qui me l'écrivent, mais je leur dis toujours que c'est parce qu'ils me l'ont écrit qu'après je peux peut-être un peu en sortir. Après le discours de Pierre, j'ai envie de vous parler de ce pourquoi je pense que c'est intéressant pour nous d'être des parrains et des marraines de ce genre de réseau. Parce que ce que j'avais à vous dire, dans le fond, sur Bruxelles, je vous l'ai dit à Bruxelles, même si je vais un peu y revenir. D'abord, j'ai une pensée pour un des premiers parrains, Gérard Collomb,
qui est quelqu'un qui, quand on est maire, ne peut qu'être inspirant. C'est vrai qu'il a eu cette force dans une ville de Lyon, qui était une ville qui vivait un peu endormie, qui n'était pas entre Paris et Marseille, qui ne trouvait pas sa place, et qu'il a réussi à amener dans une dynamique extrêmement intéressante, qui a été très fort observée. Dynamique qu'on a pu retrouver dans des villes d'ailleurs comme Bordeaux aussi, ou des villes comme ça, qui étaient moins sur la carte de l'Europe. Ce que je veux dire par là, alors je dirais aussi, je pensais à ça, chère Catherine Vautrin, ce matin, je vous l'ai dit, j'étais avec votre Premier ministre, Édouard Philippe, à qui je parlais que je devais venir ici, qui me rappelait qu'il avait été le parrain aussi une année. Donc nous allons bientôt créer un réseau des parrains et marraines, parce que nous aimons créer les réseaux, nous les hommes et les femmes politiques, les parrains et marraines du réseau Palladio, comme Bertrand a décidé de faire un pas de côté, je propose qu'ils prennent le fait de lancer le réseau des parrains et marraines du réseau Palladio. Je me le suis dit en étant ici. Mais voilà, plus sérieusement, pourquoi est-ce important? Alors, à la fois dans la formation continue, mais dans le fait d'avoir ces réflexions urbaines et des réflexions en général. C'est parce qu'on est quand même rentré dans une société où on n'arrive plus à voir tout ce qui va. Et on n'arrive plus à se projeter que par rapport à ce qui ne va pas. Et je pense que c'est ça la grande leçon que doivent nous donner aussi les villes. Aujourd'hui, quand vous regardez une espèce de morosité ambiante, mais est-ce qu'elle est fort différente de celle des années 70 au moment des crises pétrolières ou des années 80 dans l'explosion du chômage? On peut toujours en reparler, de se dire, mais une espèce de morosité qui s'installe. Je pense que dans les réseaux qui sont les vôtres, dans la façon dont vous pensez en fait l'habitat, dans la façon dont on se regroupe dans une société collective, c'est ce que sont dans le fond les centres urbains et les réflexions sur l'urbanité, il y a énormément de messages positifs. La première leçon que je pense qui est importante par rapport aux décideurs, mais également par rapport aux citoyens, dans le rôle sociétal que vous pouvez avoir dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, c'est le fait de, par moment, oser sortir des clous, sortir des frontières classiques. Quand on invoque ces phénomènes du développement durable ou de prendre soin de la ville, ou tout ce qui a pu être les différents thèmes que l'on retrouve dans maintenant les nombreuses sessions qu'ont eu le réseau Palladio, c'est vraiment de vous dire que vous avez un rôle sociétal qui est de transformer la société. Ça paraît assez simple et assez bateau à dire, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que chaque acteur ne doit pas être simplement dans le constat. On a beaucoup de livres pour l'instant sur le constat. Pourquoi ça ne va pas? Notre boulot, c'est de faire que ça aille. Notre boulot, c'est de trouver une perspective. Pas que pour notre entourage proche, mais aussi pour voir cette vision collective. Et il n'y a pas mieux que la ville pour transmettre cette vision collective. Et je pense que ce qui est intéressant dans le moment où on se rencontre à la fois comme parrain, décideur du monde local, souvent, parce que souvent c'est ce recrutement-là aussi qui est fait, et les entreprises qui travaillent à la construction de la ville, c'est justement de pouvoir innover, de pouvoir perturber, de pouvoir intensifier, de pouvoir développer. Et là, des réseaux comme le réseau Palladio ont un rôle très particulier. D'abord sur les thèmes qui sont abordés, d'essayer qu'ils soient le plus avant-gardistes possible, avec par moments des moments où les villes se mettent en scène, se mettent aussi en concours, de dire on est fier de sa ville. Et en même temps, vous mettez, ça c'est très paradoxal, pas paradoxal plutôt, c'est même assez normal, vous mettez deux maires ensemble, qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite, très très vite ils vont trouver des points communs dans la façon dont ils discutent de leur ville. Pas toujours sur les grands débats sociétaux, mais sur la façon dont ils sont confrontés à certains problèmes. Ils peuvent venir d'ailleurs de différents continents. C'est donc de dire que cette réalité urbaine qui fait que, voilà, en 2050, il y aura près de 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes, qui représentent, je le rappelle toujours, seulement 2% du territoire mondial, va être l'énorme défi. Et en même temps, l'énorme opportunité. Parce que si l'on veut, et c'était ça la réconciliation avec la nature, si l'on veut en effet préserver, il va falloir non pas densifier, mais intensifier nos rapports. Ça veut dire que moins on est dans l'étalement urbain, plus on préserve aussi. Plus on trouve les ressources pour développer et pour protéger. Je ne crois pas que la ville, justement, soit une machine à abrutir les peuples. Je pense qu'elle est justement le territoire d'échange. Je vous l'avais dit lors de la session, combien je pensais que la Smart City, ce n'était pas la ville intelligente digitale, c'était justement la ville intelligente, la ville qui favorisait l'enseignement, qui était le premier budget de ma ville, qui développait l'enseignement universitaire, l'enseignement tout au long de la vie, la façon dont on va avoir ces carrefours de connaissances. Et donc, pour revenir à un réseau Palladio, et vous délivrer en fait ce soir dans cette session, non pas tout ce qu'on a dit dans les séminaires, qui a bien été mieux dit que moi par Pierre, et qui sera bien mieux dit que ce que je vais dire ce soir dans les différents actes de cette année, c'est de continuer à interroger nos politiques, mais toujours avec ce sens d'avancer vers le progrès.
d'avoir envie de faire bouger les lignes justement pour développer quelque chose de nouveau. Parce que les carcans dans lesquels on essaie de nous mettre, et parfois on en a un peu peur parce que voilà, on a une rentabilité à donner, on a des résultats à obtenir, on a des promesses à honorer, que ce soit par rapport à nos actionnaires ou nos électeurs ou que sais-je, on doit pouvoir sortir du cadre. C'est peut-être ça qui sera notre force et qui peut être la force de réseaux comme celui-ci. C'est sortir du cadre. Ne pas avoir peur par moment parce qu'on est un peu plus en vase clos, on n'a pas, même si on diffuse dans des actes où on peut un peu se libérer, où on peut un peu sortir justement des contacts qu'on a les uns avec les autres, du schéma traditionnel qui nous positionne d'un côté ou de l'autre, dans un camp ou l'autre, ou dans un groupe de personnes ou l'autre. Et donc je veux vous encourager, en terminant, en clôturant cette session et en passant le relais à ma collègue, à poursuivre cette voie. Je pense que c'est réellement important et que surtout il n'y a pas de tabou. Et surtout, de sortir de ce schéma que notre monde est terrible. On a en Europe une chance, nous sommes enviés. Nous sommes enviés en Europe. On nous regarde, c'est pas pour rien qu'on est une terre de migration. Hein. Les gens ne fuient pas des pays pour vivre d'autres pays parce qu'ils se disent, tiens, c'est moins bien là-bas. Je parlais un peu avant, la façon dont les pays dits de l'Est, qui est encore notre frontière mentale, hein. Moi je suis né en 71, c'est vrai que pour moi, qui suis né avant la chute du mur, l'Est c'est encore un espèce de territoire, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, c'est au-delà du mur, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ces pays-là qui nous rappellent que nous avons construit des modèles intéressants. Et dans nos villes, on regarde la rapidité avec laquelle elles se développent. Alors certes, 10 ans, ça nous rend dingue. Notre plus grand ennemi, nous les hommes et les femmes politiques, c'est le temps. Ce n'est pas nos adversaires politiques, c'est que tout prend trop de temps. Mais en même temps, à l'échelle d'une ville, ce temps, il est relativement mineur. Je vous l'avais dit lors du séminaire, j'ai retenu cette phrase de ce grand architecte qui est Chomotov, qui disait « il faut apprendre la ville patiente ». C'est vrai pour plein de choses, même si on a envie de l'accélérer. Et dites-vous aussi que se tromper dans une ville, c'est normal. Mais elle regagne. La ville, elle se recompose tout le temps. Et d'une erreur va sortir autre chose. Par contre, elle ne peut pas stagner. Si la ville stagne, elle meurt. La fameuse phrase que je vous avais dit sur les gens qui me demandaient, monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, quand est-ce qu'il n'y aura plus de travaux? Et j'avais dit, jamais, malheureusement pour vous, parce que le jour où il n'y a plus de travaux, c'est qu'il n'y a plus de ville. Eh bien, cette perspective permanente que vous devez continuer à interroger, continuer à mettre en question, elle nous nourrit, nous aussi, les élus locaux et les élus en général. Donc n'hésitez pas à arriver avec des projets innovants, avec des choses que vous avez vues ailleurs, avec des choses qui ont l'air un peu folles. C'est celles qui vont aussi nous exciter. Parce que s'il y a une chose qui est importante quand on fait de la politique au niveau local, mais aussi ailleurs, c'est d'offrir une perspective. On n'est pas dans le commentaire, on n'est pas dans l'analyse historique, on n'est pas dans le journalisme. On est justement pour faire adhérer à un projet sociétal. Et ce projet sociétal, de plus en plus, d'ailleurs une dynamique que l'on trouve de plus en plus un peu partout, c'est que les maires deviennent des référents un peu. On parle des maires, alors, on l'avait dit, hein, il y a cette grande phrase qui dit que le 19e siècle était le siècle des empires, le 20e des nations et le 21e des villes, mais on le sent de plus en plus. Ce seront ces territoires-là qui seront les territoires d'innovation. Et donc vous avez un rôle particulier. Merci vraiment à la direction de m'avoir accordé cette année extrêmement enrichissante. Et quand vous avez, parce que je crois que c'était quand même un moment émouvant de la session à Bruxelles, au-delà des visites sur le terrain, quand vous vous dites que c'est compliqué, c'est pour ça que je voulais l'inviter, rappelez-vous le maire de Mariupol. Donc je vous rappelle que 95% de ses infrastructures sont détruites. Il est en exil, sa ville est occupée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parle de sa ville, il vient vous interroger, il réfléchit à comment il va la reconstruire. Est-ce que ce sera lui? Ça n'est pas très important. Peut-être que ce ne sera pas lui le futur maire de Mariupol. Ce qui est sûr, c'est que sa ville, un jour, elle sera reconstruite. Et elle sera reconstruite parce qu'après des conflits aussi tragiques et aussi brutaux que ceux que connaissent l'Ukraine, il y aura des hommes et des femmes qui relèveront des défis. Et comme nous en discutions avec Catherine Vautrin, les personnes que nous rencontrons, puisque j'entendais que vous avez aussi beaucoup de relations avec nos amis ukrainiens, ils ne sont pas dans une position de mendiants, ils sont dans une position extrêmement positive et qu'on le sait, moi je le dis souvent, la croissance, elle va se passer chez eux, parce que c'est souvent comme ça malheureusement, après des grands conflits, on est obligé de se remettre en question. Donc vous faites partie de la solution, vous n'êtes pas là que pour analyser les problèmes, vous êtes là pour nous dépasser, pour vous dépasser et pour offrir simplement ce que nous essayons tous de construire, un monde meilleur. Merci à Palladio. Merci monsieur le bourgmestre. Je vais vous inviter à rester sur scène. Je vous donne le petit micro.
Et je vais appeler à présent Bertrand de Fédot, président de la Fondation Palladio, et Pierre Ducret à vous rejoindre. Cher président, cher Bertrand, je vous laisse arriver. Nous publions le 12e numéro de la collection des actes de l'Institut Palladio, et je crois que vous avez un petit mot pour monsieur le bourgmestre. Oui, monsieur le bourgmestre, cher Philippe, je voulais vous révéler un secret. D'abord, vous êtes le premier parrain qui représente une ville européenne. Et donc, quand nous avons pris la décision d'aller vous solliciter, nous avons, au fond, repris la balle au bond d'une injonction que nous avait donnée Bernard Cazeneuve dans une circonstance similaire à celle de ce soir. C'était la passation avec Édouard Philippe. Et Bernard Cazeneuve nous rappelait cette phrase que je ne connaissais pas, qui est une réponse du président François Mitterrand, auquel on demandait « Pour vous, qu'est-ce que l'Europe ?» Et il a répondu « L'Europe, c'est la ville. » Ça fait écho à ce que vous venez de nous dire. Et donc nous sommes partis gaillardement, on s'est dit ben, s'il y a une ville et si c'est l'Europe, il faut aller prendre la capitale de l'Europe. Et puis nous avons trouvé, par nos amis d'Immobel, un lien pour venir vous voir. Et vous nous avez reçus une première fois à Bruxelles. Ce qui m'a fait pris le plus, c'est le temps que vous avez pris avec nous. Le déjeuner était très bon. Hein. Marie-France était très accueillante. Mais ce premier rendez-vous, nous sommes restés plus de 2 heures ensemble. Et en rentrant dans le train, je me suis dit vraiment, s'il accepte, parce qu'il fallait prendre le temps de la réflexion, s'il accepte, c'est vraiment un bon choix. Et je me suis même dit, il y a du Gérard Collomb dans cet homme. Vous avez compris qu'il faut faire un déjeuner de 2 heures, si vous voulez être bien. Voilà. J'ai mis la barre. Hein. Voilà. J'ai écrit, pour tout vous dire, j'ai écrit à Gérard Collomb il y a 3 semaines. On l'invitait à être avec nous ce soir, mais je crois qu'il l'est un peu. Et puis, après ça, vous nous avez donné une réponse positive, et nous nous sommes retrouvés une journée entière dans votre ville. Ça a été un moment extraordinairement riche, parce que d'abord, vous nous avez présenté toute cette problématique. Nous avons compris que la problématique de Bruxelles n'avait rien à envier aux problématiques des grandes métropoles françaises dans sa complexité, et que vous aviez le talent personnel de comprendre tout cela, de jouer, de composer avec les autres instances politiques qui constituent cette grande métropole de Bruxelles. Et quand vous nous avez parlé avec, au fond, cette intimité de cette ville, nous nous sommes dit qu'elle avait beaucoup de chance de vous avoir. Et puis, en arrivant, vous nous avez dit, écoutez, je suis un petit peu ennuyé, mais je vais devoir vous quitter dans la matinée parce que je dois recevoir le maire de Mariupol. Et puis vous vous êtes repris, vous avez dit, au fond, si on le recevait ensemble. Quel moment extraordinaire ça a été. Quelle intuition vous avez eue. Parce que c'est vrai que tout d'un coup, nos problèmes de la nature en ville, ont pris une dimension incroyable. Et cet homme auquel vous avez invité à prendre la parole a évoqué, il ne parlait ni français ni anglais, mais on le comprenait, j'allais dire, même sans le traducteur, avec cette espèce de foi incroyable qu'il avait dans cette ville de Mariupol, avec les diapositives qu'il nous passait de sa ville reconstruite, rêvée, qu'il envoyait à tous ses habitants qui n'existaient plus. Ces habitants eux-mêmes en exil. Oui. Quel témoignage extraordinaire. Et donc, au fond, ce franchissement de cette première frontière entre la France et la Belgique nous a d'emblée engagés sur l'Europe. Et c'est vous qui l'avez fait. Et je voulais vous dire que le retentissement a été considérable parce que, par la suite, nous avons tenu notre université de la ville de demain, à Chantilly, et que nous avons laissé une large place à nos amis de l'Ukraine.
Et je dois dire que par rapport à toutes les problématiques que nous évoquons, que nous essayons de positiver, parce que nous avons véritablement foi dans la ville, le témoignage qu'ils nous ont apporté, grâce à vous, a été pour nous une capacité de recul, de remise en cause de nos problèmes qui nous sont apparus finalement peut-être moins lourds que ceux qu'eux-mêmes avaient à affronter. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc vous avez apporté dans l'histoire de Palladio, au fond, une étape très importante, qui est cette ouverture, et qui nous permet non seulement de franchir une distance géographique, mais probablement de nous ouvrir à des problèmes qu'il convient de relativiser, parce que, au fond, toutes nos villes sont des Mariupol, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois détruites et en rêve. Et donc, le passage de l'un à l'autre repose sur le talent de ceux qui les animent, qui y jettent toute leur énergie. C'est vraiment l'exemple que vous nous avez donné et je vous en remercie infiniment. Merci. Merci Bertrand. Je vais vous demander de rester sur scène, puisque nous allons accueillir maintenant Madame la Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims et de l'ANRU, marraine du cycle 2024, Catherine Vautrin. Madame la Présidente, je vais avoir une petite question à vous poser. Venez. Pardon. Voilà. Oui, alors, on avait prévu, donc c'est bien organisé. Madame la Présidente, pourquoi vous avez souhaité vous engager en tant que marraine du cycle 2024 sur le thème « Prendre soin de la ville » ? Quelle question! Tout d'abord, je voudrais évidemment vous saluer, Monsieur le Président d'honneur, Madame la Présidente, cher Pierre, Monsieur le Bourgmestre, vous remercier d'abord de la confiance que vous me faites en me proposant effectivement d'être la marraine. J'écoutais il y a un instant, Monsieur le maire, je n'aurais pas retiré un mot à ce que vous venez de dire. Donc déjà, première réponse, une continuité avec ce que vous avez vécu l'année dernière. Et une continuité d'autant plus importante que lorsque l'on parle de prendre soin de la ville, du cycle de la ville, Reims est l'exemple type de cette ville qui a failli disparaître. En 1917, il restait 77 maisons à Reims. Reims a subi 1063 jours consécutifs de bombardements. Et aujourd'hui, cette ville est la 12e ville de France. Elle est donc un témoignage de la ville du 20e, avec ces différents modèles architecturaux. Vous avez un musée à ciel ouvert, ces quartiers, et donc tous ces enjeux de ce que l'on peut faire et de la manière dont il est important, effectivement, d'être en capacité de prendre soin de sa ville. Et c'est notre lien aujourd'hui avec Tcherniv en Ukraine, nous aussi, parce que, bien évidemment, nous avons voulu rendre ce qu'on nous a donné il y a un siècle, quand des villes de France, quand les Américains sont venus nous aider à reconstruire la ville. Et là, on voit cette notion qui est la capacité à rayonner, à être accompagné pour effectivement redémarrer, rebâtir. Notre deuxième point commun, Monsieur le Bourgmestre, c'est évidemment l'Europe. Incontestablement, Bruxelles est une ville européenne. Mais la paix, en 1945, est signée à Reims. La réconciliation franco-allemande, le 8 juillet 1962, est signée à Reims. C'est dire si quelque part, plus qu'ailleurs, en tout cas en France, nous sommes attachés à cette notion européenne qui, pour nous, est évidemment un élément absolument majeur. Autre élément, prendre soin de la ville, c'est se dire comment finalement cet élément vivant, parce que la ville, vous l'avez très bien dit, c'est particulièrement vivant. C'est vivant de ses habitants, c'est vivant de son économie. Et comme tout être vivant, il lui arrive d'être malade. Et là, évidemment, la présidente du conseil d'administration de l'ANRU voit bien comment des quartiers dont on n'a peut-être pas assez pris soin pendant 50 ans, alors qu'ils étaient le symbole de la modernité, celles et ceux qui sont, j'étais encore hier à Sarcelles, j'ai rencontré des habitants arrivés en 58 dans le quartier, qui m'expliquaient qu'ils venaient en fait de taudis parisiens, que c'était l'accès au luxe parce que c'était l'accès à la salle de bain, aux toilettes, etc. Et aujourd'hui, nous allions travailler à l'amélioration du quartier Chantepie, qui aujourd'hui n'est plus digne. Et donc là, on voit comment prendre soin peut peut-être éviter justement
d'arriver à un moment où le seul espoir d'un certain nombre d'habitants, c'est de partir du quartier, et où le symbole de la réussite, c'est d'aller ailleurs. C'est cela aussi, quelque part, cette notion. Et comment, dans le même temps, à un moment où on nous demande d'être particulièrement vigilants, à juste titre, sur l'artificialisation, comment la ville est un gigantesque espoir, parce que reconstruire la ville sur la ville, c'est avoir capacité à ne pas artificialiser plus, à optimiser, à repenser, et comment finalement on peut réfléchir urbanisme et logement, parce que quand on parle logement, on parle du nid, on parle de l'endroit de base de la famille, quelle que soit la forme de la famille, et donc quelque part on est là à parler de l'avenir de la société, parce que c'est là où on élève les enfants. Et donc on retrouve cette notion de prendre soin, au-delà bien évidemment du bâtiment. Ce qui nous intéresse, c'est son cœur battant. Son cœur battant, ce sont les habitants. Et comme vous l'avez très bien dit, plus une ville bouge. On a longtemps dit que plus il y avait de grues dans une ville, plus on jugeait de son dynamisme. Et donc, quelque part, reconstruire, être résilient, c'est donner un nouvel espoir. C'est quelque part repartir pour autre chose. Et je dis souvent, les quartiers ont été, il y a 50 ans, un modèle en matière de modernité. J'espère que nous allons, avec l'ANRU, être en capacité d'en faire des modèles de résilience et de redonner l'envie, parce que c'est aussi cela, notre responsabilité d'élus, c'est de donner envie, de montrer qu'effectivement, nous pouvons transformer certaines gifles en caresses, et c'est comme cela qu'on rend du sens, qu'on rend de la dignité, et c'est finalement ce qui, en tant qu'élus, nous fait nous lever tous les matins. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous quatre. Je dis juste un petit mot à Catherine, parce que quand même, après ce qu'on a entendu, là aussi, je vais un peu vous livrer un secret. Quand on a décidé d'aller vous proposer d'être la marraine de l'Institut Palladio, on s'est dit finalement, Premier ministre, c'est bien. Mais marraine de l'Institut Palladio, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas comparable. Venez me rejoindre. Merci, madame. C'est toi qui les remets. Venez, venez. Pierre, tu restes sur scène, puisque je crois que nous avons un dernier invité. Et un dernier invité qui, je crois, va nous parler d'amour. Et je te laisse nous le présenter, s'il te plaît. J'ai cru comprendre ça. Bonjour Frédéric. Écoutez, dans la tradition, comme vous le savez, de la soirée de clôture de l'Institut Palladio, depuis l'origine, depuis la première année, c'était maintenant il y a près de 15 ans, nous prenons un moment pour donner le dernier mot à un philosophe. Alors c'est Michel Serres qui avait ouvert cette série lors de la première promotion. Et cette année, j'ai souhaité solliciter Frédéric Worms, que j'invite à nous rejoindre. Frédéric Worms est professeur des universités de philosophie. Il est le directeur de l'École normale supérieure. Il est un spécialiste de Bergson et un grand spécialiste de la question du soin. Alors vous voyez, en étant à la fois un spécialiste de Bergson et un spécialiste de la question du soin, je crois sans vouloir avoir la prétention de résumer vos travaux, dire qu'en tout cas vous êtes parfaitement qualifié pour intervenir à la fin d'un cycle sur la nature et au début d'un cycle sur le prendre soin de la ville. Voilà, vous êtes aussi membre du comité national d'éthique. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous dire ce que tout ceci vous inspire. Nous vous écoutons. J'ai oublié une dernière chose. Je suis particulièrement content parce qu'il se trouve que une des raisons pour lesquelles, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles j'avais très envie qu'il vienne, c'est que moi j'ai la chance aujourd'hui, compte tenu de mon âge avancé, de pouvoir écouter ma radio préférée, et que Frédéric Worms fait un exercice absolument extraordinaire sur France Culture en milieu de matinée, qui est un exercice d'un cours de philosophie en 3 minutes, que je trouve absolument formidable et que je conseille à tout le monde de podcaster pour ceux qui n'ont pas ma chance de pouvoir l'écouter en direct. Merci. J'ai combien de temps déjà? 30 minutes. 30 minutes. D'accord.
Merci beaucoup. Merci à Pierre Ducret de cette présentation très généreuse et amicale. Et effectivement, sans le vouloir d'ailleurs, j'ai retrouvé le rythme de ces chroniques qui s'appellent le pourquoi du comment, et dont une des règles de l'exercice est que toute chronique doit commencer par une question qui commence soit par pourquoi, soit par comment. Donc en fait, sans le faire exprès, je retrouve la forme de ces chroniques avec cette petite question que je vais vous proposer pour introduire à la question du prendre soin des villes et faire le lien aussi, c'était inattendu pour moi, mais c'est le thème de la soirée, entre la question de la nature et la question du soin des villes. Mais je voudrais avant remercier Bertrand de Fedot, la Fondation et l'Institut Palladio de leur invitation. Je suis très incompétent, mais très ému d'être là aussi pour essayer de faire le lien entre ces questions et d'une certaine façon montrer comment cette question prendre soin de la ville nous amène non seulement au cœur des questions de la ville, mais au cœur des questions du soin. Et ce lien réciproque en traversant toutes les dimensions d'une ville et d'une ville humaine et dans le monde vivant et du soin humain aussi dans le monde vivant. Du soin humain dans le soin des vivants. Et d'une manière un peu inattendue pour moi, c'était pas du tout prévu, et je pense que c'est pour ça que ça vous a un peu surpris. Vous disiez parler d'amour, je pense que c'était l'animateur de la soirée qui a relevé d'une manière un peu inattendue. Je voudrais partir en effet de cette question un peu ordinaire aussi, mais la pousser jusqu'à des extrêmes en se demandant comment peut-on aimer une ville. Il y a une raison très simple, mais que je vais un peu compliquer quand même, qui est que c'est un des termes qu'on emploie à propos des villes, et à propos des villes singulières. On dit il y a des villes qu'on aime. J'aime telle ou telle ville, j'y suis allé, j'y suis né, j'aime y retourner, j'y voyage, et au fond, on ne prend soin que de ce qu'on aime. Et il est très curieux finalement de dire d'une ville qu'on l'aime. Il y a aussi des villes qu'on n'aime pas. Il y a des villes qu'on déteste. Et moi, je vais même pousser très loin ces deux extrêmes, au fond, de l'amour et de la haine des villes aussi, qui vont nous conduire au cœur des questions du soin et à la condition pour aimer une ville. Aimer une ville, ça veut dire aussi, finalement, c'est la condition pour en prendre soin, et pas du tout métaphoriquement. Il y a le même risque entre le soin et l'amour à propos des villes ou à propos des humains. C'est un risque de maximalisation, de dire, voilà, le soin est fondé sur l'amour, avec un grand A, ou bien le soin est la condition aussi inversement d'un amour très concret, comme on sait bien que en fait, l'amour parental est moins le fondement du soin parental que son effet. Son effet de la personne qui soigne et de la personne soignée qui se crée mutuellement par cette relation. Et on n'imagine pas en effet un amour parental qui ne serait pas soignant, et c'est ce soin primaire qui crée le bébé et l'enfant et le parent. Et il en est un peu de même pour le soin des villes. Avant de venir à ce qui peut nous faire aimer une ville concrètement, et qui, à mes yeux, repose aussi, nous amène au cœur des relations entre les humains, du soin entre les humains, je voudrais passer par les deux extrêmes qui traversent toute la culture, et en particulier la culture française, et qui nous conduisent déjà vers deux modèles, à mon avis, évidemment, insuffisants du soin des villes. Donc j'introduis un peu à vos travaux de l'année prochaine. Ces deux modèles extrêmes, je dirais, de la haine des villes, de la haine peut-être absolue des villes, chez certains philosophes, et en particulier chez certains philosophes français, je vais juste en citer un très rapidement, mais aussi parce que c'est un risque aujourd'hui. C'est un risque assez profond dans cette inquiétude sur l'environnement, dans cette inquiétude sur le climat, qu'on dénonce les techniques et qu'on dénonce les artefacts humains, et aussi qu'on dénonce la ville comme milieu, je vais y revenir, malsain, dangereux, technique, destructeur, et qu'on oppose en effet la ville et la nature, mais ça vous en avez déjà parlé toute l'année, mais je vais y revenir. Et dans un deuxième temps, je voudrais parler d'une sorte d'amour des villes qui est très important aussi, mais qui est insuffisant et qui est un amour, je dirais, je vais le résumer tout de suite, peut-être par anticipation, un amour purement esthétique, un amour de spectateur, un amour, je dirais presque, de touriste, même si il a une place fondamentale dans notre amour des villes qui tient à la question de leur beauté
et à la question du fait que les soigner, les entretenir, passe par la question de la beauté, par la question de la contemplation aussi de la ville. Et donc je voudrais commencer par les deux extrêmes de la haine absolue de la ville, ou de la haine, c'est beaucoup dire, mais il y a un philosophe en tout cas qui l'a clairement énoncé, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui détestait pas toutes les villes, mais qui haïssait en tout cas Paris, le modèle de la ville haïssable, de la ville immorale aussi, je vais y revenir, et par contre, il défendait Genève pour une raison que j'aurai peut-être le temps d'évoquer. Passer ensuite par la question de l'amour, cet amour premier de la ville, peut-être, pas premier, mais en tout cas qu'on ressent tous aussi, de la contemplation esthétique, de la beauté des villes, beauté qui a quelque chose de très particulier. Mais ce ne sera que pour arriver à une troisième temps qui sera véritablement pour moi la question d'aimer une ville humaine, d'aimer les humains dans la ville et de ne prendre soin de la ville qu'en prenant soin des humains dans la ville. Et dans les deux premiers temps, il y a vraiment plutôt un risque. Je vais avant d'y venir, faire deux remarques préalables de langage. D'abord, la première remarque, c'est qu'il n'y a pas de mot, en français en tout cas, pour désigner la haine ou l'amour des villes. Même si ces deux tendances, comme je viens de le dire, traversent toute la culture. Mais il n'y a pas de mots. Si on devait les inventer, ce seraient des mots très, très moches, peut-être. Mais je vais quand même vous les proposer. On pourrait parler, parce qu'ils sont présents dans notre culture, on pourrait parler d'urbophobie ou d'urbaphobie, la détestation de la ville, détestation qui a aussi un enjeu politique. On sait très bien que construire l'opposition de la nature et de la ville comme un objet, comme une norme un peu de détestation pour la ville, c'est un discours qui a des effets, qui est très dangereux. Et d'un autre côté, il y a l'urbaphilie ou la citéphilie, ceux qui sont au contraire, comme il y a des cinéphiles, il y a des citéphiles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont bien que dans les villes. Il y a une série télévisée ou un film qui montrait, je crois que c'était Cadmerade, qui se sentait très mal à la campagne et qui emmenait partout un ticket de métro avec lui. Et il le reniflait en disant « Ah, ça c'est vraiment l'odeur de la ville. Et enfin, je peux en respirer un peu dans cet air supposé pur et qui me donne la nostalgie de Paris, justement, ce Paris que Rousseau détestait. » Donc il y a ces deux extrêmes et je voudrais les traverser d'abord très rapidement parce qu'ils nous emmènent en fait au cœur de la question du soin. Et avant d'y venir, encore une dernière remarque préalable d'introduction. Et après, je serai très bref dans les 3 temps, mais je voulais faire cette remarque. C'est aussi le petit exercice des chroniques de philosophie. C'est vous proposer une définition de la ville. Une petite définition portative, en quelque sorte, de la ville. C'est un exercice un peu artificiel, puisque vous savez tous ce que c'est qu'une ville, mais il me semble qu'il en faut une définition pour qu'on comprenne un peu le problème qu'elle pose aux humains. Je vais donc vous proposer d'appeler ville. J'y ai un peu réfléchi pour cet exposé. Je vais vous proposer d'appeler ville tout territoire ou habitat humain suffisamment grand et en même temps suffisamment dense et continu, c'est très important, pour qu'il dépasse l'échelle d'un simple groupement d'individus. Une ville, c'est un habitat humain suffisamment grand, suffisamment continu aussi pour qu'on puisse dire oui, il y a des humains qui vivent là-dedans, mais on ne peut pas réduire cet ensemble à un ensemble de maisons individuelles, un ensemble d'habitats individuels. Si vous pouvez dire je connais tous les individus ou je connais toutes les maisons, alors ça n'est pas une ville, c'est un bourg, c'est un village, c'est quelque chose qu'on va placer en deçà de la ville. La ville commence quand il y a une totalité qui nous fascine parce qu'elle est supérieure à un groupement d'individus ou d'habitats individuels. C'est une sorte d'organisation collective qui dépasse une simple addition d'habitats individuels. Sinon, vous n'êtes pas dans la ville. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de maisons distendues par des espaces. C'est pas une ville. Vous pouvez avoir peu de maisons très concentrées. Ça n'est pas une ville non plus. La ville, c'est un saut qualitatif. C'est la rencontre d'un espace qui dépasse l'habitat individuel et qui est pourtant humain. Et qui pose des problèmes spécifiques, donc, d'organisation et qui pose des problèmes spécifiques aux humains. Alors, une fois qu'on a défini la ville comme ça, et la taille est évidemment très importante, il y a des petites villes, mais qui répondent minimalement à ce critère, puis après, il y a des villes moyennes, il y a des grandes villes, il y a des villes gigantesques, il y a des villes presque qui nous donnent le sentiment de l'infini.
pour différentes raisons. Par exemple, on sait très bien pourquoi Los Angeles donne un sentiment de l'infini aux Français. C'est aussi parce que, à cause des modes de transport, c'est pas seulement à cause de sa taille infinie, c'est à cause de... Mais c'est une expérience très déroutante. Même s'il n'y a que des routes, c'est des routes déroutantes à Los Angeles, extrêmement déroutantes. Et il y a donc des degrés dans la taille, mais il y a un degré minimum. Une fois qu'on a défini la ville comme ça, pourquoi d'abord y a-t-il une haine des villes? La haine de la ville, et elle s'exprime très très bien chez Rousseau, et elle prend une forme, à mon avis, très, à la fois, qui a une forme de légitimité et en même temps un vrai danger, y compris moral et politique aujourd'hui. La haine de la ville, elle vient de la peur de la ville. Elle vient de l'effroi devant, justement, cet habitat que les individus ne peuvent plus maîtriser tout seuls, ne peuvent plus maîtriser individuellement comme une maison individuelle, comme la villa qui a pourtant donné le mot ville, hein, la ferme, la totalité organique d'une petite organisation humaine et politique, en latin. Hein, le mot villa, c'est la petite collectivité agricole. Mais justement, la ville, ça n'est plus ça, c'est devenu autre chose. Et que ne peuvent pas non plus maîtriser seulement des groupes d'individus. Il faut une organisation collective différente qui va passer, comme pour la cité, comme pour l'État, par des désignations de représentants, des attributions de pouvoir pour gérer le collectif, qui n'est pas autogérable, qui voilà, construit une sorte de totalité, de disproportion entre les individus et la ville. Tout individu, tout rapport humain à la ville passe par un sentiment de disproportion. Une ville, c'est quelque chose qu'un individu ne peut pas maîtriser, sauf en partie s'il est désigné pour le maîtriser, et c'est le même problème que l'État, donc on élit des représentants, la ville est forcément politique, pour cette même raison. Mais pourquoi est-ce que ça suscite cette peur ? Ça suscite cette peur parce que dans la ville, précisément, on a un environnement humain, technique, un habitat humain qui prend une forme d'autonomie qu'on ne peut pas maîtriser. Et cette peur s'est beaucoup exprimée au XIXe siècle dans le sillage de Jean-Jacques Rousseau, qui détestait les grandes villes parce que, précisément, les individus ne pouvaient pas s'y connaître tous. Et s'il aimait Genève, heureuse ville de Genève, c'est parce que c'était une ville qui pour lui n'en était pas vraiment une. Tous les citoyens se connaissaient, les votes pouvaient se faire à main levée, tous les citoyens votent et sont citoyens parce qu'ils votent, mais voilà, c'est une ville qui est une ville sans que la totalité de la ville brouille les relations entre les individus. Au fond, c'est un grand village. Ça n'est pas une vraie ville pour Rousseau. La vraie ville, c'est Paris. Paris qui, par sa totalité, par ses enjeux économiques, dévore la France. Il a déjà toutes ces images de cette ville prédatrice, en fait, qui se nourrit de tout le reste et qui détruit les individus, qui détruit les relations morales et qui aussi, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de la haine de la ville, il me semble, ou de la peur de la ville, qui produit, par son grouillement d'individus, cette image aussi de la fourmilière, cette image qui travaille tout le XIXe siècle sur Paris, avec les bas-fonds, les mystères de Paris, le ventre de Paris, hein, cette image de Zola, que Paris est un gros animal, avec les halles qui sont un ventre puant. Cette image qui aujourd'hui est très présente, c'est l'image de la grande ville et de la ville tout court, par opposition à la nature, comme pleine de dangers, et en particulier de dangers sanitaires. En particulier de miasmes, en particulier de contagion, en particulier de transmission incontrôlable parce que la ville est structurellement trop grande. Or, Rousseau le montre bien, dans la petite ville, on est dans la nature, on est dans l'individuel, on est dans la santé. La ville, c'est la maladie, c'est la peur de la maladie. Alors, vous l'avez dit, il ne faut pas réduire le soin de la ville à l'évitement des maladies. Mais pourtant, il y a non seulement des pathologies de la ville, mais pour certains théoriciens de la ville, et aujourd'hui encore, la ville elle-même est une pathologie. Et pendant le Covid, il y a à cause aussi, grâce, ou peut-être grâce aux ordinateurs, grâce au télétravail, à cause des dangers climatiques, et grâce aux capacités de vivre avec une grande communauté d'humains, mais en dehors des villes, eh bien aujourd'hui, il y a une désertion des villes. Et la désertion des villes se fait sur le fond de cette peur de la ville. Non pas une peur sur la ville, mais une vraie peur de la ville. Et elle existe. Il y a des générations aujourd'hui qui, à la fois par souci environnemental, par souci sanitaire, par tout un ensemble d'inquiétudes qui retrouvent les grandes peurs
associés aux miasmes urbains, aux dangers de la ville, qui quittent la ville. Quelle est la réponse ici? C'est le premier degré du soin. Et en effet, Pierre Ducret disait que voilà, la question du soin, je vais la prendre en effet un peu littéralement, c'est la première dimension du soin qui est quand même le soin de la maladie qui peut nous tuer, de la maladie que nous redoutons comme être vivant, et nous avons raison. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faut en effet considérer les villes sous cet angle, mais sous un angle non seulement négatif, mais positif. Il faut considérer, il me semble, le soin de la ville comme une question de santé publique. Et je dirais même comme un enjeu majeur de santé publique, c'est-à-dire, au fond, non seulement un enjeu de peur des maladies, mais de prévention des maladies par des organisations qui sont aussi un progrès, qui sont des facteurs de progrès de la vie humaine dans les villes et au-delà. Alors bien sûr, le climat, la santé publique, ça ne concerne pas seulement les villes. Les campagnes qu'on suppose pures sont tout aussi menacées par les dangers climatiques. Se réfugier aujourd'hui, quelque part, n'a plus de sens. Vous retrouvez du plastique dans les océans, au sommet de l'Everest, dans les campagnes. Les crises du climat ne sont plus seulement dans les villes. Vous pouvez fuir Paris, qui est sous la canicule. Vous ne retrouverez pas forcément la fraîcheur campagnarde que vous aviez souhaité et l'exil partir à la campagne l'été, comme c'était le cas pour ceux qui en avaient les moyens, n'est plus un moyen d'échapper au risque. Mais malgré tout, le modèle de la santé publique passe aussi par la santé urbaine, passe par la santé des citadins autant que des citoyens. Et je pense que la question de la santé publique, sur laquelle en effet on a beaucoup travaillé au Comité national d'éthique, qui est aujourd'hui un enjeu majeur, notre défi, et donc votre défi aussi en tant que responsable des villes, c'est de la penser non seulement comme défensive, mais comme progressive, comme un enjeu de progrès majeur, mais assumé. Je crois qu'aujourd'hui, les citoyens vont quitter les villes s'ils ont peur, tout simplement, qu'ils s'y jouent des enjeux de santé publique majeurs. Pour ces questions des dangers des villes, Rousseau pointait déjà, j'avais prévu quelques citations, mais je ne vais pas avoir le temps, il pointait aussi le danger moral. La ville, ça a été aussi des lieux de peur de l'autre, des lieux de peur de l'agression, des lieux de peur de la violence, des lieux de peur diverses. Et donc cette sorte de vertige humain devant la ville, cet effroi, qui peut donner lieu à des paniques, qui peut donner lieu à des détestations aussi politiques de la ville, ou voilà, essayez de vous promener avec 75, voilà, la célèbre plaque d'immatriculation. Moi, il se trouve que je suis parisien et que ma femme ne l'est pas, elle est du nord de la France, et qu'elle a honte de notre plaque 75 quand on roule dans... Mais pourquoi cette détestation de Paris? Paris est un modèle très intéressant, à la fois au XIXe siècle et encore aujourd'hui, et la détestation d'ailleurs des grands lieux de pouvoir est très intéressante. Pourquoi est-ce que même Bruxelles est vécue comme la capitale d'un empire européen par certains, comme Washington aux États-Unis, comme Paris? C'est peut-être pour d'autres raisons, sur lesquelles je reviendrai plutôt dans mon troisième temps, mais je ne veux pas digresser trop. Donc, pour l'instant, je suis sur ce thème de la ville comme autoconstruction humaine qui échappe aux individus et qui produit des dangers, notamment sanitaires, très particuliers et qui existent. Dans toutes les villes, il y a en effet, par effet d'auto-organisation, des dangers spécifiques contre lesquels il faut s'organiser, et la santé publique est un enjeu majeur. Et pourtant, il y a aussi un amour de la ville. Et même, je dirais, cet amour esthétique, parfois dont la pathologie peut être touristique. On fait une ville. J'ai fait Rome, j'ai des amis qui disent ça. On achète le guide du routard de telle ou telle ville et on dit, voilà, est-ce que tu es allé à Rome? Est-ce que tu es allé à Naples? Est-ce que tu es allé à New York? Voilà, les villes comme objet de contemplation. Et pourquoi sont-elles des objets de contemplation? Elles sont des objets de contemplation pour la même raison qui fait qu'elles sont des objets de peur. C'est-à-dire que ce sont des auto-organisations humaines qui se sont faites à travers l'histoire et qui ont construit des choses qui, en effet, sont admirables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville qui ne se soit aussi structurée, qui ne soit une structuration de l'espace avec des monuments architecturaux, avec une inscription d'une histoire singulière, avec une inscription du politique, avec
une vitrine aussi du pouvoir, comme on sait que le Grand Canal à Venise est exactement comme la 5e avenue à New York. C'est une sorte de compétition entre les grands armateurs, comme il y avait la compétition entre les banquiers, comme il y a toujours finalement une sorte aussi de la ville comme autoconstruction d'un spectacle que les hommes se donnent à eux-mêmes et qui est un objet de contemplation esthétique. Et donc oui, il y a légitimité à être fasciné par la beauté des villes comme miracle de la vie humaine que personne n'a vraiment programmé. Paris ne s'est pas fait en un jour. Personne n'a entièrement programmé la ville de Paris, même les grands axes romains, même les grands rois qui ont construit les grandes scènes parisiennes. Et il y a un héritage historique vertigineux. Les villes sont l'autodépassement de l'humain, non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et une ville, en effet, est un patrimoine historique extraordinaire. Et en effet, vous avez évoqué des destructions de villes. La destruction d'une ville, c'est comme celle d'une bibliothèque. C'est la destruction d'une mémoire de l'humanité. Et donc, pour la même raison, les humains sont attachés à leur histoire. Et ce n'est pas, au fond... c'est pour ça qu'il faut dépasser l'idée de la technique qui s'oppose à la nature. Les villes sont la production des vivants humains, sont tout aussi naturelles que la nature, en fait. C'est un environnement auto-construit par des vivants qui ne se contentent pas d'échapper à la mort et qui ne construisent pas seulement la ville pour se défendre des dangers, mais qui la décorent, qui y inscrivent tous leurs enjeux de pouvoir et qui, finalement, doivent protéger la ville elle-même qui est censée les protéger. Prendre soin de ce qui est un instrument d'abord de protection contre des dangers, prendre soin des villes. Donc ce prendre soin des villes, il prend ici un deuxième sens qui est l'extrême opposé du premier. C'est-à-dire dans le premier sens, vous avez vraiment, il faut prendre soin des villes, de la santé, parce que sinon, de toute façon, elles vont être soit dangereuses, soit désertées. Et le Covid, encore une fois, nous montre, et aujourd'hui, il y a une certaine... disons, un certain éloge de la décroissance qui nous conduit à critiquer la ville comme telle, de même que la technique comme telle, ou la science comme telle. Et d'un autre côté, il y a cet amour de la ville qui n'est pas suffisant non plus. Pourquoi ? Parce qu'il court le risque d'être purement esthétique. Et le soin de la ville peut devenir purement cosmétique. C'est un risque de tous les soins. Dans la philosophie du soin, on montre très bien qu'il y a des défauts de soins et il y a des excès de soins. Si vous prenez soin de vous-même uniquement pour une sorte d'image sociale de vous-même, eh bien alors le soin devient quasiment destructeur. Le bon équilibre du soin, c'est le soin qui nous donne une image de nous-mêmes, qui nous permet d'assumer aussi la maladie, de dépasser la maladie, mais pas d'y échapper totalement, pas de se construire une sorte d'éternité fictive, comme dans les pyramides ou dans... Voilà, le soin ne peut pas figer. Et là, on pourrait prendre quelques exemples très intéressants de débats sur la chirurgie esthétique, par exemple, qui est légitime quand elle soigne des pathologies, mais qui peut devenir elle-même une pathologie. La chirurgie esthétique peut elle-même devenir pathogène s'il faut suivre certains modèles, détruire sa santé pour être beau ou belle. Et c'est parfois ce risque que court une certaine chirurgie esthétique de la ville, c'est-à-dire qui voit la ville uniquement, certains disent de Paris ou de certaines villes italiennes comme des musées, vous savez ça mieux que moi, ce risque du soin purement esthétique. Or, la beauté est un élément fondamental. La beauté, la culture, est un élément fondamental de la ville, mais avec son risque, qui est de n'être plus entretenue, soignée que pour elle-même. Donc il y a un risque dans le soin réduit à la pathologie et il y a un risque dans le soin excessivement porté sur l'extérieur, sur l'image. Au fond, on retrouve ici, c'est pour ça que ce soin des villes, bizarrement, me semble rejoindre toutes les dimensions du soin, on retrouve les risques du soin en général. Si vous êtes obsédé par la maladie, vous ne pouvez plus vivre. Si vous vivez uniquement d'un soin, d'un entretien esthétique, vous ne pouvez plus vivre non plus. Au fond, le vrai enjeu est donc plutôt dans l'expérience humaine de la ville. L'expérience humaine de la ville et c'est donc le dernier temps que je voulais vous proposer, qui certes dépasse les individus, mais qui est quand même une expérience individuelle et interindividuelle. Et donc, prendre soin de la ville, c'est prendre soin du tout, mais c'est aussi prendre soin des parties.
Et il y a deux dimensions ici très importantes. Il y a d'abord, évidemment, la dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est notre attachement à la ville, c'est aussi notre attachement à une histoire, c'est notre mémoire, c'est le fait d'avoir vécu dans une ville ou d'y être passé. Hein. Il suffit parfois d'un ou deux voyages. Proust, quand il découvrait Venise, écrit dans La Recherche du temps perdu que la vraie découverte de Venise, c'était la deuxième fois. La deuxième fois qu'il est allé à Venise était la vraie première fois. Parce que la première fois, il a découvert la ville, et la deuxième fois, elle était devenue un peu sa mémoire. Et les célèbres pavés dans la cour du Palais des Doges, à Venise, ou dans la place Saint-Marc, est aussi cet effet de la mémoire. Donc la ville s'inscrit dans les histoires individuelles. Et elle a besoin, évidemment, de cette dimension individuelle, et il faut entretenir l'attachement des humains à leur ville, même s'ils n'y habitent pas, mais créer un attachement individuel aux villes comme le soin crée un attachement. Mais peut-être surtout, et c'est le dernier point que je voulais souligner, le soin des villes. Donc les villes sont des... Encore une fois, je reviens à ma petite définition portative, hein, celle que j'aurais fait si j'avais fait « Comment peut-on aimer une ville » en 3 minutes 20, en effet, voilà, dans ce petit exercice. La ville, c'est donc une totalité qui dépasse les individus et qui organise l'espace entre eux. Oui, mais en même temps, la ville, c'est les relations entre les individus. Et c'est des relations, et ça a été dit aussi tout à l'heure, entre des groupes d'individus, de telle sorte que l'expérience de la ville, c'est l'expérience de la diversité humaine. Et la ville se divise en fait en parties, en quartiers. C'est un mot très intéressant, du découpage des villes. La ville, c'est d'abord une question de partage de l'espace, de partage de la diversité, de partage des humains entre eux. Cette image de la ville comme totalité, en fait, et je pense que comme responsable urbain ou civique, et je pense que voilà, j'ai parlé d'urbaphobie ou de citéphilie, mais en fait, il faut un urbanisme et un civisme démocratique aujourd'hui. Je pense que l'expérience de la ville, c'est l'expérience de la démocratie. Ça n'est pas cette totalité qui nous surplombe, qu'on contemple ou qui nous fait peur. C'est en fait une expérience de la diversité qui nous dépasse, mais en même temps qui nous relie. Et c'est vraiment l'enjeu des villes, et on le sait bien. C'est le passage d'un quartier à un autre, c'est le risque d'étanchéité, c'est le risque de coupure entre certains quartiers. Je lisais en venant, il y a un article, je crois que c'est dans Le Monde d'aujourd'hui, ou d'hier, de Jean-Pierre Sueur. Vous l'avez peut-être déjà lu, je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un article d'aujourd'hui qui commence par une remarque très intéressante de Jean-Pierre Sueur, qui était maire d'Orléans pendant très longtemps, et qui dit, voilà, on parle de politique de la ville, mais quand on parle de politique de la ville, on parle de politique de certains quartiers de la ville, qui posent des problèmes très particuliers. Et il demande dans cet article, dont je ne sais pas s'il vous intéressera ou pas, moi je l'ai juste survolé en venant, hein, donc c'est vraiment une référence de dernière minute, il dit, en fait, aujourd'hui, il faut une politique de toute la ville, pas seulement des quartiers qui ont des problèmes dans la ville et à lesquels on réduit la politique de la ville. La politique de la ville comme soin des quartiers malades de la ville. Mais ce que nous apprend cette expression de politique de la ville, c'est qu'en fait, le vrai problème de la ville, c'est la diversité humaine, c'est les relations entre les humains, c'est le problème de la justice. Et de même que dans le soin médical, vous n'avez jamais seulement le soin des corps, ni le soin de la beauté du monde, mais toujours aussi le soin moral, ce qu'on appelle aussi en anglais le care, hein, le prendre soin les uns des autres, prendre soin comme personne individuelle, mais aussi dans nos diversités sociales. Je pense qu'on aime vraiment une ville que si on voit que les gens n'y souffrent pas, que si on voit qu'elle est habitable, que si on voit qu'elle est vivable. Elle peut être polluée, elle peut être sale, elle peut être, parfois comme à Naples, elle peut être insupportable, avec des odeurs insupportables, mais il y a quand même une forme de bonne humeur, une forme de partage social, il n'y a pas la guerre dans la ville. Et le cauchemar aujourd'hui de la démocratie, c'est évidemment la guerre civile. Ce n'est pas seulement la destruction des villes par des bombardements, ce qui se passe aussi aujourd'hui, dans plus d'un lieu, je dirais, mais c'est aussi la guerre civile dans les villes. Et il y a des villes aujourd'hui qui sont divisées non seulement par des quartiers sociaux, mais par des lignes de fracture géopolitique. Il y a des villes comme Belfast l'a été, comme Jérusalem l'est aujourd'hui, comme Berlin l'a été. Il y a des villes qui sont traversées par des murs. Et c'est évidemment extrême, mais il y a des villes où les fractures sociales sont évidentes. Pendant très longtemps, et encore un peu aujourd'hui,
On sait très bien à partir de quelle rue dans le nord de New York on commence à avoir peur, on commence à vous dire de ne pas aller. Et on a toujours dit d'ailleurs qu'en France, contrairement à certaines villes des États-Unis, on pouvait passer d'un quartier à un autre. Il n'y avait pas cette étrange frontière qui fait que vous franchissez une rue, vous quittez un monde social pour un autre, pour des tas de raisons, y compris parfois raciales, et vous avez au fond une image au fond d'un risque de fracture sociale. Et donc c'est vrai quand même qu'au bout du compte, comme le soin d'ailleurs, qui n'est jamais seulement médical au sens biologique, même s'il l'est toujours d'abord, la santé est quand même, pour moi, d'ailleurs la santé publique passe par la justice sociale. Pendant le Covid, on était nombreux à dire, y compris avec Jean-François Delfrécy, que les mesures de santé publique ne sont acceptables que si on les comprend comme justes. On ne se confine, on ne se vaccine que si on pense que tout le monde le fait ou tout le monde en a besoin, que c'est utile, que c'est juste. De même, le soin des villes passe par la justice. Par une justice qui ne va pas être parfaite, mais qui va juste empêcher le pire. C'est le minimum de justice. Et les villes peuvent être une image du pire, c'est-à-dire de la frontière, du clivage absolu. Certains sociologues décrivent aujourd'hui certaines villes comme totalement étanches, avec des voitures quasiment blindées, des vitres noires, climatisées, qui traversent des quartiers où il fait à la fois chaud et ça sent mauvais, etc. Donc des clivages qui peuvent être très violents. Les villes garderont de la diversité. Personne ne peut construire des villes artificielles totalement saines, où tout le monde se ressemble, des cauchemars urbains, des utopies urbaines, même si les utopies urbaines ont eu beaucoup de... Est-ce que vous avez consacré une année aux utopies urbaines et aux dystopies urbaines? Non, les villes réelles sont des villes dont il faut prendre soin vitalement, historiquement et politiquement. C'est ce que vous allez étudier cette année et c'est ce à quoi je voulais juste introduire ce soir. Merci Frédéric Worms. Merci de votre intervention. Ô combien inspirante. Avant de laisser le mot de la fin à mon président, je vous précise que nous vous donnerons un exemplaire des actes donc à la sortie de la soirée, pour que vous puissiez vous restaurer sans avoir un ouvrage entre les mains. Et je vous invite à noter dès à présent la date du 31 janvier 2024, qui est donc le premier débat public du cycle 2024, et la thématique « Prendre soin de la ville, prendre soin de la démocratie ». Donc ça fait écho à votre intervention d'il y a quelques instants. Cher Président, vous me rejoignez ? Là, alors là c'est vous et c'est moi. Ça y est, c'est la fin de notre soirée, enfin en tout cas le début de notre soirée et la fin du colloque. C'est à vous. C'est à moi. C'est à vous. Alors écoutez, à la fin de ce colloque, d'abord je voudrais remercier Frédéric d'avoir fait cette si belle transition entre la problématique de la nature et la problématique du soin. Ça montre la continuité qu'il y a dans les thèmes que l'on prend année après année dans l'Institut Palladio. In fine, on parle toujours de la ville, mais les facettes sont tellement diverses qu'il faut les considérer les unes après les autres, comme un kaléidoscope qui ne cesse de nous éclairer sur la problématique urbaine. Merci Frédéric. Je crois qu'on aura beaucoup à retenir de cette invitation à aimer la ville d'une certaine façon et surtout à aimer ceux qui y habitent. Voilà. Nous arrivons effectivement à la fin de cette passation. Merci encore Philippe. Merci à Catherine qui a dû repartir parce qu'elle avait un problème de train. Et nous voilà engagés dans une nouvelle année. Cette année, pour nous, elle est une année un peu charnière. Vous savez que Mathieu va nous quitter, hein, après 15 ans de
beaucoup de dévouement, de loyauté, d'application à Palladio. Voilà, Mathieu a été un compagnon de route extrêmement précieux. On ne marche jamais seul, y compris dans la ville. Merci beaucoup Mathieu, merci pour votre dévouement, pour votre implication et pour votre contribution à faire de Palladio, et pas simplement de l'Institut, de Palladio dans son ensemble, quelque chose qui, je crois le terme est peut-être un peu ambitieux, mais quelque chose d'unique. C'est-à-dire que dans les temps qui s'ouvrent, le soin que nous allons avoir à prendre de la ville nécessite que tous les acteurs de la ville parlent ensemble et parlent peut-être autrement. Aimer la ville, c'est peut-être le premier thème que nous aurions dû prendre. Et pour aimer la ville, il faut que ceux qui en ont la charge, et on en voit très bien dans la composition de l'université de la ville de demain, c'est-à-dire à la fois les politiques, les industriels de la ville, et tout ce monde associatif incroyablement riche sans lequel la ville serait implosée. Que tous considèrent la ville d'une façon qui est leur œuvre commune. C'est pas si simple. Et je veux dire que l'enjeu est tellement important que nous y avons tous consacré notre énergie, notre intelligence qui n'est jamais individuelle, mais toujours collective. Mathieu va nous quitter. Peut-être vous voulez nous dire un petit mot, Mathieu, non? Oui, alors, je suis moins bon que vous, donc j'ai prévu une anti-sèche. Je sais que vous n'en avez pas. Ouais. Non, je voulais vous... C'est une nouvelle étape de ma vie professionnelle qui s'ouvre. Et je voulais vous remercier très sincèrement. Alors, votre confiance, votre soutien, votre accompagnement, j'ai écrit beaucoup de choses ces derniers temps. Je vous l'ai écrit, ça a été pour moi, depuis la création de la Fondation en 2008, une aventure professionnelle et humaine incroyable, grâce à vous. Et je voulais vous en remercier encore sincèrement. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Avec vous, Bertrand, avec les équipes, avec vous, Palladiennes et Palladiens. Mais ce n'est qu'une première étape pour Palladio. Je souhaite tout le succès possible à Mecca et à Bruno. C'est vraiment, voilà, Palladio a encore beaucoup de choses à faire et ça va être une nouvelle étape formidable pour la Fondation. Mais là, on n'est pas au départ, l'heure est à la fête. Nous célébrons ce soir Palladio et surtout nous vous célébrons toutes et tous. Merci Mathieu. Voilà. Mathieu mérite bien vos applaudissements, croyez-le bien. Je vais appeler maintenant Mecca à mes côtés et Bruno pour leur dire un petit peu des choses que je pense importantes. Nous avons avec Mecca préparé avec beaucoup de soin une transition. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire dans la vie, c'est-à-dire assurer la continuité, non seulement dans l'élan, mais dans les valeurs et dans les convictions. Croyez bien que je n'ai aucune lassitude. Je ne suis pas lassé de Palladio. Au contraire, j'ai une ambition considérable pour Palladio et je pense que Palladio est appelé à jouer un rôle absolument déterminant dans la construction de la cité, parce que je ne vois pas d'autre lieu, à l'heure actuelle, en France, peut-être même en Europe, Philippe, je ne sais pas, où on ait le seul souci d'accompagner les acteurs qui font la ville. C'est ce qui nous a animés depuis 15 ans et qui fait que Palladio est capable d'accompagner ce développement et d'accompagner tous ces acteurs, toute cette industrie que vous représentez aujourd'hui, qui est confrontée à des enjeux extrêmement difficiles, souvent anxiogènes, mais dont il faut parler. Nous trouverons les voies ensemble. Et je pense que Palladio n'a jamais été aussi précieux qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il fallait, c'était ma modeste responsabilité, trouver
une solution pour que cet élan soit continué. Meka, je te remercie beaucoup, vraiment, d'avoir accepté de prendre cette responsabilité qui n'est pas complètement simple. Il y faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, et tu l'as démontré en étant d'abord vice-présidente de la Fondation pendant un certain nombre d'années, avec Thierry Larompon, que je remercie aussi, toute l'équipe du COMEX. Et puis, tu as accepté de prendre la responsabilité de l'université de la ville de demain, dont je ne parlerai pas ce soir, mais qui est un projet absolument fabuleux. C'est un moyen tout à fait nouveau, renouvelé, d'aborder la problématique urbaine en ayant en perspective de tirer tous les acteurs vers le haut. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Je passe le témoin avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Sérénité d'ailleurs qui est nourrie aussi par la présence de Bruno, qui nous amène sa maturité. Bruno est un homme qui a une grande compétence, beaucoup de sagesse. Et puis on aura peut-être à renforcer encore cette équipe dans les mois qui viennent. Mais et puis moi je resterai peut-être un petit peu à vos côtés, parce que je pense que la passion est une chose qui ne diminue pas avec l'âge. C'est comme ça qu'on peut rester un petit peu jeune, je crois. En tout cas, je voulais vous remercier infiniment. J'associe mes remerciements à ceux de Mathieu. C'est une aventure humaine incroyable, ce Palladio. Mais c'est grâce à vous, grâce à tout ce que vous faites, que ce soit au niveau du connecteur dont on parlait tout à l'heure, au niveau de l'Institut, au niveau du pôle des jeunes, au niveau de l'université, qui est un sujet en soi-même très important. Voilà, tout ça est en marche et tout ça est entre de très bonnes mains. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci Bertrand pour ces mots. Moi, je voulais quand même dire quelques mots. Je t'ai dit que je dirais pas grand-chose, donc je vais pas obéir pour une fois, tu vois. Pour une fois, hein, pour ceux qui me connaissent, évidemment, je suis très obéissante. Je voudrais placer Monsieur le bourgmestre, Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, les présidents, les directeurs généraux, chers amis, comme on dit dans les discours politiques. Moi, je voudrais dire quelques mots autour de 3 mots. Ténèbres, lumière et ensemble. Ténèbres parce que quand on regarde ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, nous pouvons être complètement démoralisés, que nous vivions en ville ou à la campagne. Franchement, à chaque instant, tout ce qui se passe est vraiment démoralisant. Ça me fait penser à cette citation d'Einstein qui dit « Ce n'est pas ceux qui détruisent qui font le mal, c'est ceux qui regardent et qui ne font rien. » Et ces ténèbres sont partout. Mais il y a aussi de la lumière. J'en veux pour preuve que hier, le 6 décembre, c'était Saint-Nicolas. Et on parlait de Lyon. C'était la fête de la lumière à Lyon. Je crois que c'est le 8 d'ailleurs qui fête ça. Mais c'était Saint-Nicolas hier. Aujourd'hui, c'est Hanouka. C'est la fête des Lumières pour nos amis de confession juive. Et c'est une fête très importante. Le 21 décembre, c'est Yalda. C'est une fête de 5000 ans en Iran qui célèbre le solstice d'hiver et qui est une fête également des Lumières où on se réunit et on pense à partager la lumière. Et puis ça va être Noël, le 24 décembre. Et cela continue. Alors il y a des raisons d'espérer et de penser que finalement tout ça va aller dans le bon sens. Nous parlions de la ville, de la santé. Permettez-moi de citer dans ma langue maternelle, parce qu'il ne vous a pas échappé que j'étais d'origine iranienne, un poème de Saadi, un grand poète du XIIIe siècle, qui dit « Bani Adam azay yek peykarand ke dar afarinesh ze yek goharand »
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار تا که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. Ce poème est inscrit au fronton des Nations Unies. Il ferait mieux de le lire de temps en temps. Ça dit les enfants d'Adam sont de la même essence et ils sont les membres d'un même corps. Dès qu'un membre souffre des difficultés de la vie, les autres membres souffrent également. Toi qui n'es pas concerné par ce qui arrive aux autres, tu ne mérites pas qu'on t'appelle un être humain. Alors ça m'amène à parler de ensemble, à parler de Palladio et à parler de toi, Bertrand. Bertrand Feydeau, pour ceux qui le connaissent, d'abord, il ne prend jamais non comme une réponse. Tous ceux qui sont dans cette salle, d'une manière ou d'une autre, ont été approchés par lui, n'est-ce pas, monsieur le bourgmestre? Et on ne sait pas dire non, puisqu'il ne considère pas cette réponse comme une réponse valable. Tu as eu cette vision extraordinaire, il y a 15 ans, de créer Palladio, et autour de toi, l'industrie immobilière, des dirigeants de talent, Claude Cagol, Jean-Claude Bossès, qui est dans la salle, Alain Taravella, d'autres se sont réunis et t'ont cru, t'ont suivi, parce que tu as eu la vision, la description, la persévérance, l'envie de faire, cette énergie, cet intérêt pour les autres, pour l'ouverture, qui fait que cette start-up, finalement, pour l'appeler comme ça, est devenue une entreprise, 15 ans après, une entreprise humaine, dans l'intérêt général, qui fonctionne. Et tout cela dans une industrie où souvent, quand on parle de l'immobilier, c'est un gros mot. Quand on dit promoteur, c'est un gros mot. Donc pour cela, je pense aussi qu'on peut saluer ce qui a été créé dans cette industrie immobilière, voire même applaudir cette audace, parce qu'il a fallu en avoir et le faire. Et Bertrand, sans relâche, nous a amenés à réfléchir d'abord aux jeunes, aux acteurs, toujours autour des acteurs, dans l'intérêt général. On a commencé par les jeunes, par les bourses, pour les doctorants et les post-doctorants, dans des domaines de la ville, de l'industrie de la ville, de l'amélioration de la ville et de réflexion dans ce domaine-là. Puis l'Institut dont on vient de parler, je ne vais pas rebondir dessus, avec toujours un parrain ou une marraine qui est un politique pour permettre de dialoguer, de parler, d'ouvrir les esprits de façon transversale, quels que soient les métiers qu'on exerce dans nos entreprises. Et puis le connecteur, la vigie, le panorama de l'immobilier. Et puis, un jour, il y a 4 ans, il nous a dit, c'est pas tout, il faut créer une université pour que les numéros 1 se parlent, pour qu'ils échangent, pour qu'ils décident ensemble, parce qu'on ne peut pas parler de la ville bas carbone pour tous si on ne décide pas à haut niveau qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sans demander des nouvelles lois, sans demander de nouveaux budgets, mais en essayant d'être dans l'économie circulaire, pour le dire ainsi, et en réfléchissant ensemble. C'est comme ça que cette industrie, c'est comme ça que cette aventure est née. C'est comme ça qu'on peut aussi citer Éluard, qui, dans son magnifique poème « Le dur désir de durer », dit « Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses ». Ça s'est métamorphosé. Palladio n'est plus cette jeune start-up, est devenue une belle et magnifique fondation. Et il y a encore beaucoup d'ambition. Et merci de rester à côté de nous, parce que je ne vais pas te lâcher comme ça. On a encore besoin, puis on a besoin que tu nous donnes de l'énergie et que tu nous dises non, mais il faut aussi faire ci et faire ça, parce que c'est toujours avec beaucoup d'énergie, et qu'on puisse avancer. Et le même Éluard, pour conclure, indique « Nous sommes corps à corps, nous sommes terre à terre, nous venons de partout, nous sommes sans limite. » Merci. Merci, Becca, merci beaucoup. Voilà, donc il ne vous a pas échappé qu'on avait changé de formule et que c'est à partir de cette année, puisque maintenant la mi-année est occupée par l'université, on a pensé que la fête de Palladio devait se situer aux alentours de la fin de l'année. Bon, donc Mathieu a eu cette bonne idée de grouper avec Pierre la restitution de l'année de travail de l'Institut et la fête annuelle de Palladio. Et donc maintenant, c'est l'heure de la fête. Merci en tout cas d'être venus si nombreux. N'oubliez pas d'emporter ce document qui est d'une extrême qualité sur ce thème
ré, entre parenthèses, concilier la ville avec la nature. Et bien maintenant, on va aller se réconcilier avec la bouteille, comme aurait dit Rabelais.